On est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus, d'être là, d'être présents aussi en ligne. Donc, c'est la dernière partie de ces rencontres de l'énergie avec une dernière session qui est donc dédiée à la chaire Energy for Society. Comme ça a été annoncé par Fouzia en introduction, on va lancer un nouveau cycle de recherche sur l'adhésion sociale des nouvelles infrastructures énergétiques. Ça a été rappelé aussi tout à l'heure, dans la plupart des scénarios énergétiques, que ce soit ceux de l'Agence internationale de l'énergie, ceux de RTE, ceux de l'ADEME, avec ou sans nucléaire, on sait qu'on va devoir aussi développer des sites de production décentralisés d'énergie renouvelable. Il faut donc qu'on multiplie ces points, mais du coup, on observe qu'il y a des points bloquants puisque, de fait, la France est en retard par rapport aux objectifs qui ont été fixés par la Commission européenne. En 2020, on ne les a pas annoncés. Et donc aujourd'hui, ensemble, on va voir quels sont les points bloquants et quelles pourraient être les solutions. Donc, on aura 2 temps, comme c'est… Ah ben non, il n'y a plus les slides. Il y a 2 temps, en fait. Un premier temps où on va lancer officiellement l'inauguration de ce nouveau cycle avec tous nos partenaires de la chaire Energy for Society. Et dans un deuxième temps, j'aurai le plaisir de discuter aux côtés de Cédric Philibert et Patrick Jolivet, justement, de ce retard des énergies renouvelables et de l'adhésion sociale qu'il faut absolument améliorer. Et tous ces échanges seront animés par Thibault Leduc, qui est journaliste à Télé Le Grenoble, à qui je donne la parole sans plus tarder. Merci Karine. On l'a compris depuis le début de cet après-midi, l'énergie est au cœur des préoccupations de tout le monde et aussi et notamment des entreprises. Il y a plusieurs entreprises qui sont présentes ici ce soir, qui se sont associées à cette chaire en tant que partenaires. Donc, on va vous donner la parole à chacun pendant quelques minutes. On commence par ordre alphabétique d'entreprise. Xavier Vigor, qui est le vice-président de technologie et direction industrielle d'Air Liquide Hydrogène, qui est une entreprise qui est basée dans l'agglomération grenobloise, à Sassenage, pour son siège. Pourquoi vous avez voulu vous engager aux côtés de Grenoble École Management sur cette chaire? Bonsoir à tous. Pourquoi une entreprise comme Air Liquide, qui est très technique et industrielle et qui d'habitude fait des partenariats scientifiques et techniques, est rentrée dans cette chaire? Parce qu'il y a le mot énergie, puis il y a aussi le mot society. Alors, pour être plus clair, l'Air Liquide produit de l'hydrogène depuis 60 ans. On est un des plus gros producteurs d'hydrogène au monde. Depuis 20 ans, on a poussé l'hydrogène comme l'une des alternatives plus propres pour la mobilité, pour la transition énergétique. Et je dirais, pendant 17 ans, on a prêché dans le désert. Et depuis 3 ans, le sujet est vraiment sorti de façon extrêmement visible. Mais pas grâce à l'Air Liquide, grâce à des changements sociétaux. Il faut le dire et le reconnaître. Donc, le défi de la transition énergétique, il est d'une extrême complexité et il ne peut pas être compris, analysé ou managé par une entreprise industrielle. Il dépasse largement ce cadre. Et donc, c'est l'aspect sociétal qui nous intéresse beaucoup dans cette chaire. Mieux comprendre comment se prennent les décisions, comment évolue l'opinion publique, comment évoluent les politiques, ce qui nous permettra, j'espère aussi, nous, d'être plus efficaces dans nos propositions sur l'hydrogène. Merci Xavier. À côté de vous, Pierre-Henri Grenier, directeur exécutif de la Banque de la Transition, qui est une structure originale qui est créée au sein de la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes un des membres fondateurs de la chaire. Oui, tout à fait. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, c'est un grand plaisir de recommencer un nouveau cycle avec la chaire. Vous savez, la Banque de la Transition énergétique, c'est une banque qui est destinée à collecter une épargne pour financer les projets de transition énergétique sur le territoire. Donc, on est un bon observateur de ce qui se passe en ce moment. D'ailleurs, c'est intéressant de partager avec vous ce point de bascule de 2022 qui a été très fort. Avec la hausse du prix de l'énergie, ça a changé beaucoup de choses. Tout d'un coup, les énergies renouvelables photovoltaïques sont devenues des énergies qui étaient rentables et qui n'ont plus besoin d'être subventionnées. Ça a beaucoup changé de choses. Et on voit émerger énormément maintenant de projets d'autoconsommation.
d'autoconsommation. Bon, en 2021, j'en finançais un par mois. En 2022, c'est un par jour. Hein. Donc, il y a des petits projets diffus. Hein. Donc, c'est vraiment des choses qui bougent en ce moment. Le facteur prix de l'énergie a été déterminant. Et je commence à avoir énormément de projets qui essayent de constituer des boucles locales, de production locale vers de la consommation locale. Alors, ça peut être de l'autoconsommation individuelle, collective, des power purchase agreements, donc des contrats bilatéraux. C'est en train de bouger énormément en ce moment. Et dans ce contexte, le modèle économique, l'adhésion des citoyens, la capacité de partage de la valeur vont être des éléments qui sont essentiels dans la construction de ces nouveaux modèles qui vont être complémentaires du modèle traditionnel du marché de l'énergie. Donc, c'est pour ça que moi, toute la réflexion de la chaire autour de ces communautés d'énergie, c'est des choses passionnantes et je suis ravi de travailler avec la chaire sur de tels sujets. Merci Pierre-Henri. Christine Lafay, directrice commerciale et marketing d'Engie Green. Un peu la même question. Pourquoi avoir souhaité vous associer à cette nouvelle chaire? Pareil, bonsoir à tous et toutes. Engie Green, c'est la filiale qui produit des ENR pour la France, pour Engie, donc essentiellement de l'éolien terrestre et du solaire. Et ça fait plus de 20 ans qu'on fait ce métier, donc on a développé pas mal de parcs et on s'est rendu compte au fur et à mesure que, évidemment, le plus important, c'était d'arriver à emporter l'adhésion de l'ensemble des parties prenantes. Donc, c'est important de pouvoir embarquer les élus, les riverains, les collectivités, les services de l'État, etc. Donc, une telle chaire qui porte en fait ces sujets autour de la compréhension de l'adhésion et comment il faut arriver à concilier l'ensemble de ces attentes pour pouvoir réussir un projet, ça nous intéresse. Qu'est-ce que vous avez mis en place chez Engie Green pour justement traiter ces enjeux d'appropriation? Alors, c'est même au-delà d'Engie Green, c'est carrément tout Engie. On a lancé un label qui s'appelle TED pour transition énergétique durable depuis l'an dernier. Et c'est un label en fait qui permet de certifier notre méthode pour développer des projets ENR et qui en fait répond à 3 questions qu'on nous pose généralement quand on va faire des projets. C'est qu'est-ce que vous faites pour lutter contre le réchauffement climatique à travers vos projets? Comment vous protégez l'environnement? Et qu'est-ce que vous apportez aussi dans vos projets pour contribuer au développement des territoires? Je crois que vous êtes en phase aussi avec la thématique que porte la chaire. Oui, absolument, parce que là aussi, je parlais du côté society et énergie. Nous, c'est aussi le côté attractivité et adhésion, c'est-à-dire il faut à la fois arriver à concilier des projets qui vont avoir une vraie viabilité économique, mais aussi qui vont apporter et permettre de partager la valeur au niveau des territoires. Donc ça, c'est quelque chose, une voie dans laquelle nous sommes déjà engagés. Et le genre de questionnement qu'on va développer là au sein de cette chaire nous intéresse énormément. Eh bien, merci beaucoup. Dernier intervenant en physique, puisqu'on aura quelqu'un en visio juste derrière, Laurent Rivollet, chargé du développement des gaz verts chez GRDF. Alors, contrairement à ce que l'on peut penser parfois, GRDF, ce n'est pas un producteur de gaz. Non, en fait, oui, effectivement, GRDF, on est le distributeur de gaz. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un distributeur? C'est nous qui investissons et exploitons dans les réseaux de gaz, mais qui sont les propriétés des collectivités locales. Donc, en fait, on adresse tous les fournisseurs, un peu plus de 40 fournisseurs, 11 millions de clients. Bon, après, nous, chez GRDF, malgré le fait qu'on ne fasse pas de business directement autour de la vente d'énergie, on est convaincu qu'il faut qu'on accompagne la transition énergétique du gaz. Et donc, on s'est doté d'équipes pour accompagner les porteurs de projets qui réfléchissent à la production de gaz renouvelable, dont j'en fais partie, je fais partie de ces équipes-là. Et nous, notre enjeu autour… alors, il faut savoir que la production de gaz renouvelable, c'est relativement neuf, puisque les premiers décrets de soutien sur cette filière datent de fin 2011. Donc, on est une filière plutôt jeune, qui a eu assez peu de problèmes au début, c'est-à-dire qu'on a eu une très forte croissance. Il faut savoir qu'on est largement en avance sur les objectifs de la PPE, Programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est-à-dire qu'on a 50%, enfin les objectifs à fin 2023 étaient de 6 TWh, on est à 9, donc voilà, on a 50% d'avance, donc on est bien. Mais ces dernières années, on a commencé à voir arriver quand même les premières pressions sur le développement du biométhane. Première pression, c'est l'acceptabilité sociale, et c'est pour ça que… Voilà. Et la deuxième pression,
qui est paradoxal, c'est le volet réglementaire, où le gouvernement régulièrement change les règles, ce qui nuit à la visibilité d'investisseurs et des fois prend des décisions contradictoires quelques années les unes derrière les autres. Et ce partenariat donc, avec la chaire, qu'est-ce qui vous a intéressé dans les recherches qui vont être menées? Justement, c'est juste de prendre du recul. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre sur les énergies renouvelables électriques qui ont une maturité plus importante, notamment l'éolien. Donc, il y a des vraies difficultés sur l'acceptabilité. Et nous, comme on voit le contexte se tendre, je me dis qu'il y a des choses à s'inspirer de l'éolien. Et je pense aussi qu'il y a des éclairages sur les volets réglementaires qui sont importants, et aussi les nouveaux modèles économiques, où on voit poindre beaucoup de choses qui existaient sur l'élec, qui arrivent sur le gaz. Par exemple, on parle de contrats de droit privé, type BPA, qui sont les transpositions des PPA, les communautés d'énergie renouvelable. Enfin, voilà, un certain nombre de dispositifs élec vont s'adapter, je pense, sur le gaz dans les années qui viennent. Merci, Laurent. Parmi les partenaires de cette chaire, il y a également l'ADEME, qui est un organisme public qui soutient le développement notamment des énergies renouvelables. Samira Kerouf est avec nous en visio. J'espère qu'elle nous entend bien. L'ADEME, qui a vocation aussi à soutenir l'innovation et la recherche, c'était presque naturel d'être partenaire de cette chaire? Absolument, et je ne vais pas être très originale après, mais après les partenaires qui sont intervenus juste avant, et bien, du coup, je suis totalement en phase avec ce qui a été dit. Et effectivement, les raisons de l'intérêt de l'ADEME à collaborer avec la chaire Energy and Society rejoignent pas mal finalement les éléments qui ont été donnés auparavant. Donc effectivement, c'est justement le souhait pour l'ADEME de renforcer le dialogue finalement entre la science et la société, qui est le rapprochement finalement de la science et la société, qui a été finalement effectivement un point de synergie forte avec ce que souhaite mettre en place la chaire Energy for Society. L'ADEME a travaillé depuis longtemps sur l'appropriation sociale et puis l'adhésion des acteurs socio-économiques. Et avec la nouvelle stratégie recherche, puisque moi je travaille à la direction exécutive prospective recherche avec l'équipe recherche et développement. Et donc effectivement, dans le cadre de la stratégie recherche et des nouvelles modalités d'animation de la recherche, on a souhaité encore davantage renforcer justement cette nécessité de rapprocher la science de la société à travers effectivement les modalités d'animation de la recherche. Voilà, donc on est en phase complètement avec les travaux de la chaire, et du coup on voulait à travers justement les dispositifs d'animation de la recherche, on pensait du coup que les projets qui seraient réalisés dans le cadre de la chaire pourraient contribuer à alimenter du coup les besoins et les souhaits de davantage finalement capitaliser sur des sujets systémiques. Et du coup, on pensait effectivement que du coup les travaux de la chaire pourraient contribuer à cette capitalisation des projets. Eh bien, merci beaucoup, Samira. Merci à tous les quatre pour votre engagement et l'engagement de vos entreprises. On va maintenant parler d'adhésion sociale et de transition énergétique, voir comment on peut concilier les deux à travers une table ronde qui va suivre. Mais pour faire la transition, parler de l'ADEME, justement, l'ADEME a réalisé un petit clip vidéo mettant en scène les 4 scénarios qui pourraient nous permettre d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. On a déjà un petit peu parlé dans la première table ronde, donc je vous propose de découvrir ces chemins assez différents. Nous en sommes tous parfaitement donnés dès maintenant pour arriver à la neutralité carbone d'ici 2050. Mais qu'est-ce que la neutralité carbone ?
C'est tout simplement capter autant de CO2 que nous en émettons, grâce aux forêts et au sol. Complété si nécessaire par des technologies plus ou moins matures aujourd'hui. Pour dessiner les chemins possibles pour y arriver, l'ADEME a réalisé une étude prospective inédite. Transition 2050, choisir maintenant, agir pour le climat. Elle prend la forme de 4 grands scénarios, chacun empruntant des voies distinctes et correspondant à des choix de société différents. Le premier scénario, Génération frugale, pose les bases d'une refonte importante de notre société. La transition est conduite par la contrainte, par la sobriété et par la technologie. La capacité d'adaptation et l'implication de tous sera un vrai défi, pour mobiliser autour de la nature sanctuarisée et autour d'une économie du lien plus que du bien. La neutralité carbone est atteinte grâce aux puits naturels, forêts et sols. Le deuxième scénario, coopération territoriale, pose le cadre d'une société qui se transforme grâce à une gouvernance partagée. Le système économique vers une voie durable, sobre et efficace. Des investissements massifs dans les solutions d'efficacité et d'énergie renouvelable sont effectués, ainsi que dans des politiques de réindustrialisation des secteurs ciblés. La neutralité carbone est atteinte presque uniquement grâce aux puits naturels. Le troisième scénario, technologie verte, mise sur le développement technologique pour répondre aux défis environnementaux. Les manières d'habiter, de se déplacer ou de travailler ressemblent à celles d'aujourd'hui. L'État planifie la mise en place de politiques fortes pour favoriser la décarbonation de l'économie dans un contexte de concurrence internationale et d'échanges mondialisés. La neutralité carbone n'est atteinte que grâce au captage de CO2 à la sortie des cheminées. Enfin, le quatrième scénario, pari réparateur, permet de conserver nos modes de vie actuels en pariant sur des solutions techniques. La société place sa confiance dans sa capacité à gérer, voire à réparer les systèmes sociaux et écologiques, avec plus de ressources matérielles et financières. Un pari basé sur le numérique et des technologies encore peu matures. La neutralité carbone n'est atteinte qu'avec des technologies de captage du CO2 dans l'air, à l'état de pilote à ce jour. Ces différents scénarios soulèvent ainsi 5 grandes problématiques autour desquelles il faudra statuer. La sobriété, jusqu'où ? Qu'est-ce qu'un régime alimentaire durable ? S'appuie-t-on exclusivement sur des puits naturels de carbone pour atteindre la neutralité ? Quelle économie du bâtiment demain ? Quel modèle industriel sera mis en place ? En bref, cette étude nous prouve que la neutralité carbone est possible, mais repose sur des paris forts, qu'il est impératif d'agir dès maintenant, qu'elle nécessite une planification orchestrée et des transformations entre l'État, les territoires, les acteurs économiques et les citoyens. Que la réduction de la demande en énergie, et donc de biens et de services, est le facteur clé pour l'atteindre. Que l'industrie va devoir se transformer, que le vivant est un des atouts principaux de cette transition, que l'adaptation des forêts et de l'agriculture devient prioritaire pour lutter contre le changement climatique, que la pression sur les ressources naturelles varie d'un scénario à l'autre et devra être statuée, et que les énergies renouvelables sont indispensables. Tout y est détaillé pour que vous, décideurs et citoyens, puissiez faire le bon choix pour les 30 années à venir. Prendre conscience du défi à relever est une chose, agir maintenant est une priorité. Et nous sommes là pour vous accompagner.